Messieurs et dames, bonsoir. Merci de nous rejoindre à ce rendez-vous de l'actualité africaine sur Truth TV. Rendez-vous dont voici les titres. G5 Sahel, 2,4 milliards d'euros pour les zones frontalières en difficulté. Ce 6 décembre, à l'issue de la conférence avec le bailleur de fonds organisé à Nouakchott, il était donc attendu 2 milliards d'euros de dons et prêts pour 40 projets de développement dans les 5 pays. Et puis Sénégal, inauguration jeudi à Dakar du musée des civilisations noires, un projet vieux d'une cinquantaine d'années. L'idée a été lancée par le poète Léopold Sédar Senghor, premier président du pays. Et pour ouvrir ce rendez-vous d'information, cette actualité, l'ex-chef rebelle tchadien Abdelkader Baba Ladé a été condamné jeudi à 8 ans de prison ferme pour détention illégale d'armes, association de malfaiteurs, incendie volontaire ou encore viol par la cour criminelle à N'Djamena. Emprisonné depuis 2015 au Tchad, Baba Ladé a été présenté au juge de la cour pour la première fois depuis le début de sa détention. Il ne bénéficiait pas de l'amnistie générale pour les ex-rebelles décrété en mai par le président tchadien Idriss Déby. L'état de santé du Baba Ladé avait inquiété en août le représentant tchadien de la Fédération internationale des droits de l'homme, Diobang Assingar. Entré en rébellion en 1998 au Darfour, région de l'Est du Soudan, Baba Ladé, père de la brousse en langue peul, s'était rendu en Centrafrique en 2008 où il disait vouloir libérer les peuls, les éleveurs de bétail transhumants. G5 Sahel, ce sont finalement 2,4 milliards d'euros qui ont été promis par les bailleurs de fonds au pays du G5 Sahel. Un programme d'urgence de 260 millions d'euros sera destiné à l'hydraulique, à la gestion des conflits intercommunautaires et à la sécurité intérieure. L'Union européenne et la France vont prendre en charge la plus grande partie du financement de projets de développement axés sur la prévention du djihadisme de l'organisation du G5 Sahel, regroupant la Mauritanie, le Mali, le Burkina Faso, le Niger et le Tchad. Le commissaire européen pour la coopération internationale et le développement, Neven Mimica, a annoncé que le soutien de l'Union européenne au programme d'investissement prioritaire s'élève à présent à 800 millions d'euros. Cela comprend l'annonce aujourd'hui de 122 millions d'euros d'argent frais. La France, de son côté, va ajouter 220 millions d'euros de financement nouveau à 280 millions d'euros déjà engagés, a-t-on précisé de sources diplomatiques françaises. De cette manière, la France investira 500 millions au profit des priorités du G5 Sahel, a souligné le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian. En 18 mois, mettre en œuvre un dispositif qui consiste à mutualiser une partie des forces armées de 5 pays sous un commandement unique pour protéger les frontières communes, ça ne s'est jamais vu ailleurs dans l'histoire du monde. Et donc, sachez bien que ce que vous êtes en train de faire est non seulement exceptionnel, mais exemplaire. Les 5 pays du G5 Sahel comptaient sur cette réunion pour atteindre leur objectif de financement de ces projets, financement évalué à 1,9 milliard d'euros, dont ils prennent eux-mêmes en charge 13%. Avec 1,3 milliard d'euros cumulés, la France et l'Union européenne seront donc les principaux bailleurs des projets de développement présentés jeudi par les présidents du G5 Sahel à Nouakchott, où au siège le secrétaire de cette organisation régionale. Cependant, pour éradiquer définitivement la violence extrémiste, nous devons, parallèlement à l'action sécuritaire et au refus systématique de recourir au paiement des rançons afin de libérer des otages, ce qui n'est pas souvent le cas, déployer d'énormes efforts pour généraliser l'accès à une éducation de qualité, créer des opportunités d'emploi, instaurer un véritable état de droit, pour des raisons d'agenda du président Ibrahim Boubacar Keïta, le Mali était représenté par son ministre de la Défense. Ces projets, au nombre de 40, concernent en particulier les régions frontalières où les djihadistes tirent parti des carences des États pour s'implanter. En construisant des écoles, des centres de soins ou en offrant un accès à l'eau, les gouvernements espèrent fidéliser des populations déshéritées et susceptible de céder sinon aux sirènes djihadistes. Notre souhait, c'est d'asseoir vigoureusement le second pilier stratégique et décisif de notre action commune, le développement économique et social du G5 Sahel, a abondé le président en exercice du G5 Sahel. Malgré les énormes difficultés, notamment financières et logistiques, et les contre-coups
qui n'ont pas manqué dans cette étape de la vie de notre jeune organisation. Nous avons réalisé des progrès notables en matière de sécurité commune. Les djihadistes, en grande partie chassés du nord du Mali par l'intervention militaire lancée par la France en 2013, ont depuis regagné du terrain, en particulier dans le centre du pays, et le phénomène s'étend au Burkina Faso et au Niger voisin, se mêlant souvent à des conflits intercommunautaires. Ce mercredi 5 décembre 2018, la justice française a donné son feu vert à la demande d'extradition de François Compaoré, frère cadet du président déchu Blaise Compaoré, vers son pays d'origine, c'est-à-dire le Burkina Faso, où il est accusé d'être le commanditaire de l'assassinat du journaliste d'investigation Norbert Zongo. Je vous propose d'ailleurs la réaction de Maître Prosper Farama, membre du collectif d'avocats qui conseille la famille de feu Norbert Zongo. Une réaction de joie. Parce qu'il faut dire en toute honnêteté que tout ce peuple croisait les doigts dans l'attente de cette décision. C'est un grand jour parce que c'est une grande victoire d'étape dans la quête de justice du peuple burkinabé dans le cadre de cette affaire Norbert Zongo. Ce qu'il faut espérer, c'est que cette procédure aille jusqu'à son terme et que, comme nous l'espérons, dans un temps assez raisonnable, François Compaoré est à répondre devant la justice burkinabé. Ce n'est qu'une victoire d'étape, comme je disais, parce que nous sommes conscients que la défense de François Compaoré usera de toutes les voies légales de recours qui lui sont reconnues pour ne serait-ce qu'au moins retarder le processus. Mais nous restons confiants que à partir de cette victoire d'étape, viendra le jour, nous l'espérons très proche, où François Compaoré viendra répondre dans l'affaire Norbert Zongo. Au Malawi, la police anticorruption a arrêté mercredi un homme d'affaires et 2 responsables policiers dans le cadre d'une affaire de corruption qui éclabousse le président Peter Mutharika à 6 mois des prochaines élections générales. Patron de l'entreprise Pion Investment est considéré comme un proche du chef de l'État Zamer Karim, est soupçonné d'avoir obtenu frauduleusement en 2015 un contrat de 2,7 milliards de kwacha, environ 3,9 millions de dollars pour la fourniture de rations alimentaires à la police nationale. Un rapport du bureau anticorruption l'accuse d'avoir, dans la foulée, fait un don de 145 millions de kwacha, c'est-à-dire en gros 200 000 dollars versés sur le compte bancaire du Parti démocratique progressiste de Mutharika. Le président sénégalais Macky Sall a inauguré jeudi à Dakar le musée des civilisations, un projet vieux d'une 50aine d'années destiné à célébrer les réalisations de l'homme noir des débuts de l'humanité à l'époque contemporaine. Et c'est ce qu'ont constaté donc les journalistes dans ce reportage. Le chef de l'État a coupé un ruban symbolique et dévoilé une plaque devant l'entrée de ce bâtiment monumental à l'architecture inspirée notamment de la case ronde de Casamance, 7 ans après le début des travaux sous son prédécesseur Abdoulaye Wade. Macky Sall, qui priera un second mandat lors de la présidentielle prévue en février prochain, a effectué une courte visite du musée en compagnie du président comorien Azali Assoumani, seul chef d'État étranger ayant fait le déplacement à Dakar, et du ministre chinois de la Culture, dont le pays a financé la construction et l'aménagement à hauteur de 30 millions d'euros. Plusieurs centaines d'invités ont ensuite assisté dans l'enceinte du Grand Théâtre National voisin à un spectacle de chant, de danse, de rap et de slam, mêlant tradition et modernité, hommage aux ancêtres, aux grandes figures des civilisations noires, de Martin Luther King à Thomas Sankara ou encore aux tirailleurs sénégalais. À l'image du MCN, la réhabilitation ou la construction de musées modernes à travers l'Afrique bat en brèche l'argument du manque d'infrastructures adaptées, souvent opposé aux demandes de restitution que des pays comme la France affirment vouloir faciliter. Une surface de 14 000 m², le nouveau musée peut accueillir 18 000 pièces, allant de vestiges des premiers hominidés apparus en Afrique il y a plusieurs millions d'années, au créateur artistique actuel selon son directeur Amadi Bokoum. Le nouvel établissement, situé dans le centre de la capitale, revendique le statut de musée moderne où l'on peut maîtriser la température et l'humidité dans chacune des salles. L'idée d'un musée des civilisations noires avait été lancée par le poète Senghor, premier président sénégalais, entre 1960 et 1980, lors du premier festival mondial des arts nègres en 1966 à Dakar.
Cette inauguration intervient alors qu'un rapport remis le 23 novembre dernier au président français Emmanuel Macron préconise de faciliter les restitutions d'œuvres aux anciennes colonies. Autre actualité, une solution pacifique au conflit dans le Sahara occidental est possible. C'est ce qu'a déclaré et estimé jeudi l'envoyé spécial de l'ONU à l'issue d'une table ronde de 2 jours entre les parties à Genève. Les premières discussions depuis 2012. Chargé du dossier depuis 2017, l'ex-président allemand Horst Köhler a également annoncé qu'il entendait organiser une nouvelle réunion sur le même format au premier trimestre 2019. 6 ans après l'échec de négociations directes, le Maroc et le Front Polisario, qui se sont fait la guerre jusqu'à un cessez-le-feu en 1991, ont participé aux 2 discussions à Genève en présence de représentants de l'Algérie et de la Mauritanie. Nous allons à présent au Rwanda où l'opposante Diane Rwigara, critique du président Paul Kagame et est aujourd'hui une femme libre après son acquittement jeudi par un tribunal de Kigali, accusée d'incitation à l'insurrection et falsification de documents. Ces charges lui ont valu d'être emprisonnée pendant plus d'1 an et elle a dénoncé cela comme une cabale politique et c'est ce que nous voyons ici. Rwigara, critique du président Paul Kagame, a été acquitté par un tribunal de Kigali d'incitation à l'insurrection et falsification de documents. Des charges qui lui ont valu d'être emprisonné pendant plus d'1 an et dénoncé comme politique par l'intéressé. Selon le jugement rendu par un panel de 3 juges, les charges retenues par l'accusation sont sans fondement. La salle d'audience, remplie et dans laquelle avaient notamment pris place des membres de la famille Rwigara, a explosé de joie une fois la lecture de la décision achevée. Les 5 co-accusés de Rwigara dans cette affaire, dont sa mère Adeline, ont également été acquittés. Le tribunal a estimé que les critiques de Diane Rwigara contre le gouvernement, notamment lors des conférences de presse, ne constituent pas une incitation à l'insurrection, car elles s'inscrivent dans le cadre de son droit à la liberté d'expression, garanti par la Constitution rwandaise et les lois internationales. Les juges ont également estimé que l'accusation n'avait pas prouvé que Rwigara avait falsifié des signatures dans le dossier présenté à la commission électorale en vue de sa participation à l'élection présidentielle de 2017. Le rejet de cette candidature avait été critiqué par des gouvernements occidentaux et des groupes de défense des droits de l'homme. Le 7 novembre, l'accusation avait requis 22 ans de prison contre Diane Rwigara et sa mère Adeline. Adeline Rwigara était elle accusée d'incitation à l'insurrection et promotion du sectarisme dans un pays encore hanté par le génocide de 1994 qui fit plus de 800 000 morts essentiellement parmi la minorité Tutsi. Diane Rwigara, sa mère et sa sœur Anne avaient été arrêtées et emprisonnées en septembre 2017. Diane et sa mère ont été remises en liberté sous caution début octobre. La sœur avait recouvré la liberté 1 an auparavant, les charges pesant contre elle ayant été abandonnées. Depuis son arrestation, Diane Rwigara dénonce des poursuites montées selon elle de toutes pièces par le régime pour la réduire au silence. Au Burundi, le gouvernement a exigé la fermeture du bureau à Bujumbura du Haut Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme, avec lequel il avait déjà suspendu toute collaboration depuis octobre 2016. C'est ce qu'ont affirmé des sources gouvernementales et onusiennes. Une note verbale qui demande la fermeture a été remise mercredi au coordonnateur résident de l'ONU au Burundi, Gary Conil, afin qu'il la transmette à Genève à la haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'homme, Michelle Bachelet. C'est ce qu'a indiqué un haut cadre du ministère des Affaires étrangères. Au Congo, le candidat de l'opposition Martin Fayulu arrive à Beni. Le candidat donc de l'opposition lance sa campagne hors Kinshasa dans cette localité, dans l'une des zones les plus dangereuses de la République démocratique du Congo. Le candidat d'opposition Martin Fayulu a lancé mercredi sa campagne hors Kinshasa dans l'une des zones les plus dangereuses de la République démocratique du Congo, la ville de Beni, prise entre une épidémie d'Ebola et des tueries de civils attribuées à un mystérieux groupe armé. Des milliers de personnes se sont rassemblées autour du petit aéroport de Mavivi à l'arrivée de l'avion de Fayulu en provenance de Kinshasa et Goma en fin d'après-midi. Plusieurs centaines de personnes
personnes ont envahi le tarmac et encerclé le petit avion, privé d'une dizaine de places à son arrivée sur la piste de l'aéroport tracée au milieu de la brousse. Le candidat à la résidence de la République a ensuite parcouru une dizaine de kilomètres sur la route qui mène vers le centre-ville de Béni, que les civils évitent de fréquenter à la nuit tombée par peur des attaques armées. Une affiche du candidat de la majorité, l'ex-ministre de l'Intérieur Emmanuel Ramazani Shadari, a été déchirée par la foule venue accueillir Fayulu. Originaire de l'ouest de la RDC, Fayulu a tenu une réunion publique à la nuit tombée dans le centre de Béni. Vendredi, à Kinshasa, il avait promis en cas d'élection de déménager un grand camp militaire de Kinshasa à Béni pour renforcer la sécurité dans la région. Des centaines de civils ont été victimes depuis octobre 2014 de tueries attribuées aux rebelles des forces démocratiques alliées ADF dans la région de Béni. Des quartiers de Béni ont aussi été touchés par des attaques meurtrières ces derniers mois. L'autre candidat d'opposition, Félix Tshisekedi, et son ticket Vital Kamerhe ont annulé mercredi un déplacement dans un autre territoire du Nord Kivu, le Walikale, pour des raisons de sécurité, a-t-on appris de l'entourage de Tshisekedi. De son côté, Emmanuel Ramazani Shadari est en campagne depuis mardi dans la province de l'Équateur, dans le nord-ouest, où il a visité les villes de Guadolit, Gemena, Bumba et Lissala. L'élection présidentielle du 23 décembre doit désigner le successeur du président Kabila au pouvoir depuis janvier 2001. Au total, 21 candidats sont inscrits. Les élections législatives et provinciales sont prévues le même jour. La République démocratique du Congo qui continue donc dans cette campagne qui est celle des élections présidentielles, et pourtant cela se fait dans un contexte, celui de Ebola, et cela aujourd'hui inquiète au plus grand chef l'Ouganda, son pays voisin, et c'est bien pour cela que les ministres de la Santé des deux pays se sont retrouvés à Goma pour faire un point de l'épidémie. L'Ouganda inquiet a pris une série de mesures préventives face à l'épidémie d'Ebola qui frappe son grand voisin, la République démocratique du Congo, où la vaccination a évité de milliers de morts, ont indiqué mercredi les ministres de la Santé des deux pays. On a vacciné 38 000 personnes. S'il n'y avait pas les vaccins, si la riposte n'était pas efficace, on serait aujourd'hui à certainement la moitié de ceux-là auraient développé la maladie. On serait à des dizaines de milliers de victimes et de morts. L'épidémie dans la région de Béni, à l'est de la RDC, à une cinquantaine de kilomètres de l'Ouganda, a tué 268 personnes pour 453 cas selon le dernier pointage du ministère congolais de la Santé en date du mardi 4 décembre. Je pense que les risques, les peurs ne sont pas fondées parce que durant toute l'épidémie, nous n'avons pas mis fin aux activités, à la vie sociale. Un nouveau foyer d'Ebola a été signalé dans un village de la zone de santé de Komanda, à environ 100 km au nord de Béni, d'après le ministère congolais de la Santé. Au Nigeria, le principal candidat de l'opposition à la présidentielle, Atiku Abubakar, qui affrontera le président Mohamedou Buhari en lice pour sa propre succession, a mis en garde les électeurs contre l'achat de votes pour ce scrutin prévu en février. Atiku Abubakar, candidat du Parti populaire démocratique, a accusé le Congrès des progressistes APC au pouvoir d'avoir distribué de l'argent liquide pour influencer les électeurs. Le parti au pouvoir n'a pour l'instant fait aucun commentaire, mais des mouvements de la société civile ainsi que des observateurs locaux et internationaux ont déjà mentionné ce problème d'achat de vote lors des élections des gouverneurs des États d'Ekiti ou d'Osun en juillet et septembre dernier. Dans l'État d'Ekiti, les deux partis, c'est-à-dire l'APC et le PDP, ont été accusés d'offrir aux électeurs 3 000 à 5 000 naira, c'est-à-dire 7 à 12 euros, en échange de leur carte, une somme très importante pour la majorité des Nigérians qui vivent dans une très grande pauvreté. La pratique est répandue au Nigeria et le candidat Abubakar a d'ailleurs été monté du doigt lui aussi lors des élections primaires de son parti.
Allons à présent en Angola, où l'un des pourfendeurs du régime a été reçu par le président. Il s'agit du journaliste Raphaël Marc, largement considéré comme la bête noire du régime de Luanda. Il a été reçu pour la première fois au palais présidentiel par le chef de l'État, João Lourenço, pour une conversation, et cela a porté essentiellement sur la corruption. Poursuivi et condamné à plusieurs reprises pour avoir dénoncé les turpitudes des dirigeants du pays, Marquez devait faire partie mardi d'une délégation de représentants de la société civile invitée, encore une première, par Lourenço. Mais au dernier moment, un raté, semble-t-il, protocolaire lui a interdit l'entrée du bureau présidentiel. Pour couper court aux critiques, João Lourenço a donc offert mardi au célèbre journaliste d'investigation un tête-à-tête de rattrapage. L'opposant en est sorti en saluant le noble geste de son interlocuteur et son ouverture. Lourenço a pris les rênes du pays il y a de cela 1 an, après le règne sans partage de 38 ans de José Eduardo dos Santos. Le nouveau président a rapidement pris ses distances vis-à-vis de son ancien mentor et promis de débarrasser le pays de la corruption généralisée reprochée à ses proches. L'un des fils de Dos Santos est ainsi aujourd'hui emprisonné dans une affaire retentissante de détournement de fonds publics. L'Angola traverse une grave crise économique et financière depuis la chute en 2014 des prix du baril, dont il est avec le Nigeria le principal producteur d'Afrique subsaharienne. Malgré cette manne, la population du pays est restée l'une des plus pauvres du continent. Les participants du Forum mondial sur la migration et le développement organisé à Marrakech avant l'adoption du pacte de l'ONU sur les migrations multiplient les plaidoyers sur les avantages d'une migration d'abord sûre, légale et ordonnée, et ils font face à l'opposition de certains pays. Les participants du Forum mondial sur la migration et le développement organisé à Marrakech avant l'adoption du pacte de l'ONU sur les migrations ont multiplié mercredi les plaidoyers sur les avantages d'une migration sûre, légale et ordonnée face à l'opposition de certains pays. Le pacte, qui doit être adopté la semaine prochaine, considère tous les aspects globaux, les raisons pour lesquelles les gens décident de traverser les frontières en cohérence avec la souveraineté des États et leur indépendance, a souligné Louise Arbour, la représentante spéciale de l'ONU pour les migrations à l'ouverture du forum. Il y a des enjeux de nature humanitaire. Il faut sauver des vies, il faut mieux coopérer et il faut beaucoup mieux gérer la migration irrégulière des gens qui sont dans des pays de transit, dans des situations très vulnérables. Et donc, il y a des aspects sécuritaires, il y a des aspects politiques, économiques, humanitaires. Tout ça, c'est bien compris dans le pacte et je pense que les États se sont bien entendus sur toutes ces questions. C'est un texte controversé, mais la migration requiert une approche internationale, a pour sa part insisté le coprésident du forum et ambassadeur d'Allemagne au Maroc. Beaucoup de gens qui hésitent encore ne veulent pas voir que c'est un compact for safe, orderly and regular migration. Ce n'a pas à voir avec une invitation pour une immigration irrégulière. Non. Ce sont les positions claires et nettes contre la migration illégale. Il nous faut offrir une chance pour la migration régulière, légale, à un tel degré dans l'entrée des Français, des Allemands, des Européens en général. Le texte doit être approuvé lors du sommet prévu à Marrakech les 10 et 11 décembre prochains. À ce stade, seuls les 2 tiers des 191 pays qui ont validé le texte en juillet à New York ont confirmé leur venue à Marrakech, avec des niveaux très divers de représentation selon des informations diffusées mardi par les autorités marocaines. Il y a un certain nombre de gouvernements qui ont déjà annoncé qu'ils ne seront pas présents. Nous voyons que dans quelques pays d'Europe et aux États-Unis, cette question devient une question d'enjeu politicien, d'usage partisan assez étroit, me semble-t-il. Ce forum annuel, co-parrainé pour son édition 2018 par l'Allemagne et le Maroc, réunit pour 2 jours des représentants de 135 pays pour réfléchir sur la mise en œuvre du pacte. C'est la fin de ce grand rendez-vous de l'actualité africaine que j'ai pris plaisir à présenter. Le programme se poursuit sur TruTV et nous vous souhaitons bonne suite de programme.